florissant, abondance. C'est dans tous les sens. Ce qui m'inspire, c'est l'extraordinaire diversité de la nature et à quel point l'être humain finalement ne connaît rien ou ne connaît plus rien. Il y a 1000 choses à savoir et j'ai l'impression que j'en saurai jamais assez. On va au-delà de la résilience alimentaire, on va sur une résilience sociale en fait. On ferait beaucoup mieux d'ailleurs de s'inspirer beaucoup plus de ces choses-là pour la suite plutôt que de continuer à s'évertuer dans nos modèles aujourd'hui qui nous amènent droit dans le mur. La communauté APM Se Nourrir Demain s'est réunie une nouvelle fois autour de la résilience et de l'innovation dans les secteurs alimentaires, agroalimentaires et agricoles pour un voyage au sein de la forêt comestible de Diccaunes en Bourgogne. Une occasion de prendre conscience de la possibilité de se nourrir autrement, de repenser les vieux modèles, de régénérer la biodiversité au sein de véritables jardins d'Éden. Nos guides, Fabrice Desjours et Claire Mauquier, nous ont fait découvrir de nombreuses variétés de végétaux pouvant nous nourrir. La forêt gourmande, c'est un système de production alimentaire qui produit vraiment plein de choses à manger. Des fruits à coque, des fruits, des fleurs, des champignons, même des légumes, qui produit aussi plein d'autres choses qui ne se mangent pas. Par exemple des matériaux pour se chauffer, pour la construction, qui produit aussi beaucoup de biomasse, de la biomasse qui va nous servir à pailler le sol, de la biomasse qui va nous servir à nourrir les animaux, donc, des arbres fourragers. Et puis ça produit aussi beaucoup de bien-être, parce que finalement c'est agréable d'aller se promener dans son jardin-forêt pour faire ses récoltes. Il y a un peu d'ombre, il y a le son des oiseaux, donc c'est une autre des productions qui est vraiment très importante. C'est une solution dans le sens où on a une production qui est complètement locale, une production qui va être diversifiée, qui va avoir la capacité aussi de stocker du carbone, de faire revenir une bonne partie de la biodiversité qui va être associée. Et on est sur aussi une diversité alimentaire qui est importante et une utilisation d'espèces et aussi l'architecture du jardin elle-même qui va contribuer à pouvoir être beaucoup plus résilient dans les paysages par rapport aux problématiques climatiques et aussi par rapport aux problématiques sanitaires qui touchent également les végétaux. On économise de l'eau, on nourrit aussi la biodiversité, donc pas que nous, mais on nourrit aussi les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les insectes, tous les éléments en fait, de la faune qui jouent leur rôle dans la fertilité des sols, dans la lutte contre les ravageurs. On mange autrement aussi, c'est une nourriture qui est peut-être plus nutritive. Souvent c'est ça le problème avec l'agriculture intensive, on perd en qualité nutritionnelle, on va sur des essences qui ont été sélectionnées pour leur qualité esthétique. Bon, là en jardin-forêt on travaille sur un sol évidemment vivant, très fertile, donc la qualité nutritionnelle est très importante. Et puis en plus c'est nourrissant, hein. On voit bien tous les fruits à coque, les châtaignes, les noisettes, les amandes, tout ça est très nutritif, donc c'est évidemment une des solutions pour l'avenir. C'est assez amusant de voir le coup de patte de gestion du milieu où justement il y a l'ambiance forestière qui est là, mais il y a la main de l'homme justement pour maintenir le milieu ouvert, semi-ouvert, et accompagner toutes ces espèces. Donc c'était surtout pour moi qui est forestier à l'origine, c'était surtout cette alchimie, cette manière de faire que j'avais envie de voir. Le fait de cultiver en 3D, moi je trouve que c'est génial, le fait d'avoir des groupes qui viennent, qui visitent, à chaque fois il y a de la connaissance qui se partage, ça j'adore ça. Et puis de réinventer les modèles agricoles en fait, essayer d'imaginer quelque chose qui se faisait avant en agriculture syntropique, on trouve souvent des termes un peu complexes, mais pour des choses qui finalement c'est juste du bon sens. Quand on crée de la biodiversité, de la biomasse, quand on crée tout un tas d'externalités à juste la rentabilité, au final on ressort plus riche, mais d'une autre richesse. Là on est sur une forme d'entrepreneuriat différente d'une entreprise, on va dire entre guillemets classique, mais qui porte des valeurs et des connaissances complètement incroyables, quoi. Donc, Je suis venu justement pour découvrir des choses nouvelles, parce que je pense que même dans la bio, on a beaucoup de choses à réinventer. On essaye de faire des modèles plus résilients, de faire des modèles un peu plus vertueux, mais je pense qu'on n'a pas fini de découvrir tout ce qu'il y a à faire, donc je suis venu voir justement
qu'est-ce qu'on pourrait pousser, qu'est-ce qu'on pourrait accompagner, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi à l'avenir. Nos espèces de poires, nos variétés de poires, de pommes, etc. Au départ, c'était des choses qui étaient dans les forêts, quoi. J'allais dire, on n'invente rien, on fait réinventer des choses qui existaient avant quand on parle à des nouveaux concepts. En même temps, c'est rassurant, parce que je me méfie quand l'homme invente des choses. Moi, je suis gourmande et c'est pour ça que j'ai envie d'intégrer toutes ces choses-là, un peu exotiques. Par exemple, l'aziminier, ça donne comme une mangue, donc ça pousse très bien au climat tempéré. Évidemment, j'ai envie de manger des azimines tous les ans. Ensuite, il y a aussi les glands. Les glands, on pense toujours que c'est pour nourrir les cochons. Mais nous, on fait une recette de pain d'épices à base de farine de gland. On dirait un gâteau au chocolat parce que la farine de gland a une couleur qui est brune et qui rappelle la couleur du chocolat. En plus, pour peu que ça ait été torréfié, on a aussi l'arôme qui va avec. Et puis en fait, ce qui est chouette, c'est qu'au fil des saisons, ça va varier. On va pas avoir la même chose dans l'assiette selon qu'on est au printemps, en été, en automne ou en hiver. En fait, on parle de 7000 espèces alimentaires en climat tempéré, sachant qu'en moyenne dans notre assiette, celle d'un Français moyen, on en trouve une 60aine. Et puis l'extraordinaire puissance qui est Claire sur ces sujets, la passion qu'elle transmet. Enfin, moi, je suis épaté, quoi. Franchement, je suis épaté de ça. Continuer à apprendre et à découvrir le vivant qui se déploie grâce à quelqu'un qui a la connaissance du vivant. Et puis on va créer des nouveaux types d'économie très locales, pas forcément basées que sur la rentabilité financière, mais sur une autre sorte de rentabilité. Qu'une envie, c'est me mettre au boulot, de tirer tous les enseignements de cette journée. Vraiment magnifique. Merci. On s'inspire de ce modèle-là, pas pour revenir en arrière, mais pour faire une autre proposition et trouver des solutions aux enjeux alimentaires, économiques et sociétaux auxquels on fait face aujourd'hui. Pour récolter tous les produits de la forêt gourmande, il va falloir d'abord apprendre à les identifier. Et on a collectivement un travail d'apprentissage à faire. Et ensuite, on peut toujours faire confiance aux cuisiniers, aux chefs, aux gens qui sont passionnés par ces choses-là, pour faire la pédagogie associée à toutes ces récoltes. Quand je mange de la nourriture qui vient de forêt ou de jardin-forêt, je me fais plaisir parce que je fais ma cueillette, j'ai à manger gratuitement. C'est du temps que je passe pas à travailler, par exemple, pour devoir m'acheter à manger. C'est du temps que je passe pas à aller faire mes courses, à prendre la voiture, à aller faire les courses. Donc c'est plutôt facile au final. C'est qu'on a énormément de déclinaisons de ce concept-là à différents endroits de France, vraiment partout dans l'Hexagone et aussi dans d'autres pays actuellement. Vraiment des jardins-forêts qui sont pensés pour la production vivrière, d'autres pensés pour la production commerciale. On a aussi des jardins-forêts qui sont à visée vraiment purement pédagogique, qui sont aussi des lieux justement d'éducation populaire qu'on va retrouver sur les espaces publics. On a des jardins-forêts qui sont vraiment pilotés, construits pour le retour de la biodiversité. Et on a des jardins-forêts qui sont vraiment pour un but, on va dire, plus thérapeutique. Chaque jardin-forêt est unique et va pouvoir répondre à des objectifs qui sont différents. Il y a un avant la visite et un après la visite. Et on ne sort pas indemne de cette découverte. On espère que ce qu'on a vécu ici, on pourra le transmettre d'une certaine façon à d'autres, en donnant l'envie de s'investir, de s'impliquer. Et encore une fois, avec beaucoup de possibilités qui sont en train d'émerger, de ces rencontres et de ces nouvelles façons d'entrevoir peut-être le rôle de l'APM, on verra plus tard. Voilà. Jardin-forêt, forêt gourmande ou comestible, forêt permacole, agroforesterie, peu importe les mots. Ils désignent en tout cas une tendance de fond où la symbiose du vivant pourrait inspirer les humains pour vivre demain.